tu n'y avais pas pensé à ça. Tu te fais, mais je vais le faire en fait. Et bon, ce qui nous empêche de le faire, c'est sûrement la morale. Mais c'est là que je me dis que un film peut t'influencer réellement à faire des Mm. choses Mais ça assez. avait marché, toi, quand tu l'avais fait ou... Je serais pas en train de faire des podcasts avec 3 écoutes si ça avait marché, Benjamin. Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, comme pendant l'épisode que nous avions fait avec Cassandre, où nous étions que tous les deux, eh bien nous sommes que deux aujourd'hui, car je suis avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour, Michael. Comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Tous les deux, on est bien, on est chill, on est entre bons gens, les meilleurs. Oui, exactement, les meilleurs. Nous risquons de faire un épisode donc un peu plus court parce que, bon, voilà, on va parler tranquillement d'un sujet qui peut être intéressant. On verra. Peut-être qu'on va être très, comment on dit, inspiré par le sujet. Mais je pense que ça va. Moi, je pense qu'on va réussir à faire une émission peut-être un peu moins d'1 heure. On verra. Ouais. Avant tout, est-ce que tu as vu des films ces derniers temps ou des séries, des choses dont tu veux parler ? Là, le tout dernier film que j'ai vu, c'est un classique de la comédie française, puisque c'est le Grand Blond avec une chaussure noire. Mhm. J'ai pas accroché spécialement parce que c'est pas un style. Enfin voilà, la comédie française déjà, c'est pas mon style préféré. Ces années-là, c'est pas mes années préférées non plus dans le cinéma français. Et voilà, donc il y a des choses qui font que c'est juste pas. Je suis pas forcément le public cible. Mais ça passe, ça se regarde. Voilà, j'ai vu ça entre amis. C'est sympathique, mais vraiment sans plus, parce que je suis pas fan forcément de l'humour de Pierre Richard et tout. J'aime bien le gars, je trouve qu'il a vraiment une tête sympathique, et puis même dans les moments où j'ai pu le voir hors caméra, enfin, ou alors pas forcément quand il est dans ses personnages, quoi. Il m'inspire de la sympathie, hein, énormément. Mais c'est vrai qu'après, voilà, le côté humour, un peu personnage qu'il a, le mec qui arrête pas de gaffer, qui tombe, qui fait des chutes, qui a un humour vraiment de gag visuel, on va dire, me parle moins. Mais voilà, là, le film a des bonnes choses, hein, le pitch de base et tout, le fait d'intégrer un peu l'espionnage à la française, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent dans le cinéma. Donc là, c'est de ça que parle le film et tout. Donc il y a des choses sympathiques, mais voilà, il y a des choses moins sympathiques, ça a un peu vieilli. C'est cool parce que ça fait 1h30, donc ça c'est bien. Mais même en faisant 1h30, il y a des scènes qui sont un peu longues et tout en termes de rythme, c'est des fois un peu bâtard. Mais voilà, encore une fois, je suis content de l'avoir vu quand même. Ok. Et c'est toi vrai qu'on on en avait déjà parlé ensemble en privé, mais c'est vrai que moi j'avais dit que j'aimais bien les films de Francis Weber, que j'aimais bien les films donc avec Pierre Richard, et que là c'est écrit par Francis Weber, comme tu me disais, mais pas réalisé par lui, et que moi je n'aime pas ce film-là, alors Non. que j'aime bien ceux de Weber, et tu m'avais expliqué comme quoi c'est justement parce que son rythme à lui n'était pas fait comme il Ouais. le voulait, c'est pour ça qu'il s'est passé de l'autre côté de la caméra en disant non, moi je vais vous montrer ce que c'est, quand j'écris un truc je veux que ce soit comme ça, quoi. C'est Et, ça. et je comprends mieux pourquoi j'ai pas accroché à celui-là, parce que en effet c'était Ouais. peut-être pas exactement comme ça. Peut-être que si ça avait été réalisé par lui, je l'aurais senti un petit peu mieux et j'aurais trouvé le rythme et au moins le rythme des vannes peut-être plus réussi. Mais Ouais. je suis d'accord avec toi que c'est assez original comme façon de faire, Ouais. c'est pas mal, enfin comme scénario. Et moi Ouais. non, j'ai vu Itchy the Killer. Alors c'est marrant parce que, chers auditeurs, parce que nous parlons déjà de ça avec Benjamin en privé, donc c'est assez drôle de faire comme si de rien n'était. Mais j'ai vu Itchy the Killer de Takeshi Kitano. J'avais le choix entre celui-ci et Audition, et j'ai préféré celui-ci parce que d'après ce que j'ai compris, il était encore plus violent, donc j'avais envie d'un shoot de violence dans ma tronche. Donc en effet, c'est violent, machin et tout, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film qui
qui se pose la question de la violence en lui-même et qui essaie d'aller dans un jusqu'au boutisme assez intéressant et qui joue avec nous sur ça, surtout pour une chute dans le film qui est assez exceptionnelle par rapport à ça, justement, qui va réussir à... Bon, j'en dis pas plus, il faut voir le film pour comprendre. C'est pas un retournement de situation, mais c'est quelque chose qui joue avec son propre médium, pardon, et qui joue avec ce côté-là, et c'est bien fait. Et c'est un film qui se ressent, donc, quand on l'a vu. Voilà, quand on voit le film, tout ce qui se passe au fur et à mesure, et avec cette chute, on se dit, ok, je vois où le film veut m'amener, et ce qu'il veut me faire ressentir, et c'est assez jouissif pour ce côté-là. Il y a plein de défauts qui font que je le trouve pas non plus exceptionnel, le film, et tout simplement le défaut que c'est une adaptation de manga, et donc quand les Japonais adaptent un manga, le côté que dans un manga, ça marche, dans un film live action avec pas forcément des super effets, et ben ça passe beaucoup moins, et il y a des moments où la suspension d'incrédulité elle sort complètement, et je me dis allez c'est bon, je peux pas quoi, ça me saoule parce que vraiment c'est tellement exagéré, tellement poussif que là je peux pas. Il y a des violences plus crues qui sont mieux faites parce qu'elles passent bien dans un film live action. Par exemple, il y a un personnage accroché par des crochets, tu sais, dans le dos là, complètement genre des crochets de boucher un peu partout, à qui tu mets de l'huile bouillante sur la tronche et tout. Ouais, là tu le sens, c'est dégueulasse, c'est affreux, c'est violent, mais ça marche. Les trucs où t'as des gens qui se font découper complètement à l'excès avec du sang qui gicle partout et des boyaux et des machins et tout. Eh ben, de suite tu fais non, non, ça ne passe absolument pas. Ou quelqu'un qui se fait entièrement découper en deux d'une façon moche au possible, enfin avec les effets numériques les plus moches possibles, enfin voilà, bref, il y a des moments comme ça qui me sortent du film. Donc voilà, il y a des personnages, des archétypes aussi qui jouent comme dans des personnages de manga, donc c'est vrai que c'est bien, c'est stylé, mais en même temps c'est tellement exagéré que voilà, donc c'est vrai que le film c'est fait exprès pour être comme ça, mais voilà, j'étais dans un entre-deux. Ça reste quand même un bon film, j'aimerais quand même peut-être moyen que j'accroche plus sur Audition. Faudra que j'essaie de les voir. C'est quand même souvent considéré comme les deux plus gros chefs-d'œuvre de Takeshi Kitano, je crois. Non, il a peut-être fait d'autres qui sont considérés comme les chefs-d'œuvre, mais au niveau violence de Takeshi Kitano, en tout cas, c'est ses plus gros chefs-d'œuvre. J'ai un film qui me vient en tête aussi, japonais aussi, que je n'ai toujours pas vu, mais il est dans ma liste mentale, on va dire, dans les films qui m'ont intrigué quand j'en ai entendu parler. C'est Tetsuo, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais de réputation, mais j'ai jamais vu. 89, en noir et blanc, Et donc voilà, du coup c'était un podcast 2, écran large, je crois, ils avaient évoqué ce film, et j'avais vu les visuels, je m'étais dit tiens, ça a l'air, ça peut m'intriguer dans le côté un peu body horror, cyberpunk et tout. Carrément. Voilà, donc peut-être un jour nous en parlerons dans Cinesphère ou dans 3 films, on ne sait pas. Oui, mais carrément, ça pourrait être intéressant. Et je vois que c'est un long métrage expérimental en plus. Ah, et carrément, va falloir que je le regarde parce que ça peut être carrément ma cam, moi. Donc aujourd'hui, dans ce Cinesphère, en fait, on va se poser la question de l'influence par les films. On l'avait fait dans l'autre sens. On avait déjà fait un Cinesphère où on demandait, en gros, est-ce que on peut être influencé durant notre visionnage du film, et donc en gros est-ce qu'on peut avoir des influences extérieures pour notre appréciation d'un film. On avait parlé de ça. Là c'est le contraire, c'est est-ce qu'un film lui-même peut nous influencer dans nos idées, c'est-à-dire que quand on pense quelque chose, est-ce qu'on peut penser à autre chose juste à cause d'un film qui nous a marqué ou quelque chose comme ça. Et en fait ce sujet-là il est venu tout simplement à l'époque, c'était quand j'étais adolescent. J'avais vu un film qui s'appelle Mauvais Piège avec Kevin Bacon. Et ce film-là, en gros, il nous expose l'idée d'un plan parfait pour avoir de l'argent. Donc c'est un truc de kidnapping. Et en gros, il kidnappe donc c'est une gamine qui est jouée par Dakota Fanning. Il kidnappe cette fille-là. Et à chaque fois, il vole des riches, spécialement, parce qu'ils savent qu'ils auront beaucoup d'argent. Et que les riches, ils donnent plus facilement aussi, tout simplement. Parce qu'ils ont... bref, c'est que de l'argent pour eux, donc ils peuvent donner, quoi. Ouais. Mais leur façon de faire, en gros, c'est... Ils kidnappent d'un côté le père, d'un côté la mère, et d'un côté l'enfant. Donc ils sont trois dans l'équation, quoi. Et le truc, c'est qu'ils doivent s'appeler toutes les heures. Et s'il y en a un qui ne répond pas quand ils sont appelés, et ben ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc ils butent... soit la mère, soit le père, soit la gamine, en fonction de qui est appelé, quoi. Et donc, comme il dit, en fait, le problème, c'est que
ce qui est bien, c'est que c'est un plan parfait, c'est que personne ne peut se rebeller. Parce qu'on sait que s'il se rebelle, il y en a un qui meurt en fait dans tout ça. Donc il dit, il n'y a aucune raison que ce genre de plan ne marche pas. Bon, bien sûr, évidemment, c'est un film où tout se passe pas du tout comme ils avaient prévu. Et le film a plein de défauts, surtout sur la fin, je trouve que c'est... Voilà, c'est nul, mais la fin est nulle, en gros, je trouve. Parce qu'il y a le côté un peu du sauveur, le père qui arrive à sauver, et puis en plus il conduit un hélicoptère parce que c'est un riche, et puis machin, tu vois, et c'est bon. C'est trop simple en fait, la fin est trop simple. Alors que le film se tient bien pendant 1 heure. Franchement, le côté tension et tout est super bien foutu. Avec, tu apprends que la gamine, en fait, il y avait un truc qu'ils n'avaient pas prévu et qui est bien foutu. Enfin voilà, ça c'est vraiment bien. Les personnages sont assez bons. Puis il y a Kevin Bacon que j'adore. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui marche bien dans tout ça. Mais je m'étais dit, c'est vrai que vous êtes en train de nous exposer l'idée d'un plan parfait. Et si un jour quelqu'un décide de faire ça, ça peut marcher en fait. Réellement, là le film fait que ça marche pas parce qu'il se passe plein de trucs, mais pour de vrai, c'est vrai que sur le coup vous êtes. Et donc je me dis, mais quand t'as vu ce film et que tu n'y avais pas pensé à ça, tu te fais, mais je vais le faire en fait. Et ce qui nous empêche de le faire, c'est sûrement la morale. Mais c'est là que je me dis que un film peut t'influencer réellement à faire des choses assez. Mais ça avait marché toi quand tu l'avais fait ou? Je serais pas en train de faire des podcasts avec 3 écoutes si ça avait marché, Benjamin. Tu m'étonnes. Mais voilà, est-ce que, donc là je parle direct d'une influence des choses assez horribles. Évidemment, la morale fait qu'on ne se lance pas dans ça. Je sais pas si toi, t'as d'autres films comme ça où tu te dis que... Enfin, je sais pas si toi t'as quelque chose à rebondir par rapport à ce que je dis là déjà, mais... J'ai un parallèle, alors c'est pas par rapport au cinéma, mais ça reste du visuel et ça reste la télé. Mais ça me fait penser un peu aux émissions, tu sais, genre les émissions qui se concentrent par exemple sur des équipes d'élite de flics, par exemple le GIGN ou quoi, et où tu vois qu'il y a, ils parlent beaucoup trop des fois de comment se passe un cambriolage, ou tu vois, où ils expliquent, tu vois, là, pour un bon... Enfin, là, les gars, c'est des pros parce qu'on a vu qu'ils ont fait comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a des fois ce syndrome un peu où ils expliquent trop. Et je sais que j'ai déjà entendu dire, parce que moi-même je l'ai pensé, mais je sais que je suis pas le seul. Mais il y a ce côté, mais oui, mais vous montrez tous les envers du décor de comment ça se passe. Et du coup, t'as juste à regarder TF1, genre en samedi soir, un peu tard ou quoi, tu vois. Ou même pas, parce que ça passe à des heures où tout le monde est devant sa télé. Enfin, des heures de grand public, on va dire. Et du coup, il y a ce truc-là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou si si, t'as bien sûr. déjà vu des émissions comme ça, voilà. Et du coup, ça me fait penser à ça. Mais là, ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est des vraies émissions avec des vrais gars qui existent vraiment et tout, des vrais flics. Donc oui, évidemment, c'est marrant le parallèle que voilà, ça m'a fait penser à ça par rapport à ton film. Pour tout ce qui est, pour que tout se passe bien, il y a juste à regarder soit un film, soit une émission de télé, quoi. Si tu veux faire des cambriolages ou des rançons. Et c'est voilà. ça. On peut en citer là. C'est vrai qu'on est parti sur des trucs comme ça, mais on peut même citer des. Bon, là, les cambriolages c'est trop compliqué, mais rien que comme tu dis, les films de cambriolage où les gens y arrivent sans forcément buter des gens dans des trucs comme Ocean's Eleven ou quoi que ce soit, tu vois. Vraiment faire le truc parfait pour essayer de. Et t'as envie de dire, mais putain, mais oui, ça y est, vous m'avez montré exactement ce qu'il faut faire. Merci. Oui, c'est ça. Il y a ça, il y a même au niveau des séries, je sais que j'ai entendu ça aussi des fois par rapport à des grosses séries policières, genre NCIS ou les experts ou des trucs comme ça, où c'est des fois très détaillé. Et du coup, voilà, tu peux entendre ce genre de discours de oui, mais est-ce que c'est pas un peu trop? Alors évidemment, après, comme tu dis, c'est du cinéma, c'est des séries et tout, donc ça se passe souvent pas du tout comme prévu ou quoi. Mais voilà, c'est marrant de se dire que oui, techniquement, pour avoir un bon plan, mais t'as juste à regarder la télé au final, et puis voilà, et tu peux devenir un bon criminel très efficace. Ça, après, le niveau influence, tu vois, moi par exemple en ce moment je suis donc pour le podcast, donc ça sera, je sais plus si ce sera déjà passé au niveau de la diffusion, mais on est en train de se faire la saga Fast and Furious, et dès que j'ai regardé le premier, le 2 et limite jusqu'au 3, sur le moment, dès que je prenais ma bagnole, j'avais une envie irrépressible d'accélérer, mais de fou en fait. Et je le faisais un peu de temps en temps, je me prenais des kiffs, tu vois, je me disais, allez, là, il y a une grande route et tout, vas-y, allez, le rond-point, je le prends en 3e plutôt qu'en seconde et tout, tu vois. Enfin, j'avais ce kiff de me dire, je me prends pour un
pour un bonhomme. T'avais tu vois. encore ta Super 5 quand tu faisais ça ou... Non, non, non. J'avais déjà ma Volvo. Mais bon, c'est une Volvo, quoi. C'est pas mieux. Oui. Et donc voilà, mais c'est assez drôle. Parce que même ça, Mhm. je veux dire, je suis pas forcément un énorme fan de la saga, mais rien que ça, c'est déjà une influence, quoi. Ça Ouais. donne envie de faire pareil, de conduire et de faire. Et en plus, il y a bien les trucs pour dire que, tu sais, reproduisez pas ce qu'ils font, ce sont des professionnels et tout. Oui, bah oui. Bah oui, si, on peut aussi le dire aux auditeurs hein, qui ont vu les Fast and Furious, n'essayez pas de voler d'un immeuble à un autre avec une voiture. Voilà, ça c'est que Vin Diesel qui arrive à le faire. Et je sais plus dans quel épisode il fait ça, je sais pas si tu l'as vu du coup, ou alors c'est peut-être le 7 ou le 8 Ah ouais, non, j'ai pas encore ou vu le ça. 9, je sais plus. Enfin, à partir du moment où dans le 9 ils vont dans l'espace, pareil, n'essayez pas de faire ça avec vos voitures, c'est pas possible. Mais non, mais tu parles de la conduite aussi, j'avais entendu, alors c'est encore autre chose, je parle de tout sauf de cinéma, mais même au niveau de la musique, j'avais entendu que c'était scientifiquement prouvé que bah, si t'écoutais des musiques qui bougent pendant que tu conduis, bah, t'as plus envie d'aller vite. Oui, c'est vrai. Donc ça c'est encore autre chose, c'est des trucs liés au cerveau aussi. Mhm. Et moi-même, enfin, ça, je l'ai très souvent... je l'ai très souvent constaté, c'est vrai que quand tu écoutes des petites balades, bah, tu es en mode un peu plus tranquille que quand tu écoutes de l'électro ou du métal ou des trucs comme ça qui ont un rythme beaucoup plus soutenu. C'est comme après, si on continue dans les genres, t'as le cinéma d'action aussi, qui va te donner envie de faire, Ouais. de te battre et tu te dis, ouais, moi aussi j'ai envie de faire du kung-fu comme eux. Alors, ça le faisait peut-être un peu plus quand j'étais petit. Si je voyais des gens se battre, ça me donne envie de me battre contre. Je le fais un peu Ouais. moins, on va dire beaucoup moins même aujourd'hui de faire genre je me bats contre des soldats invisibles. Mm. Mais c'est assez. Je suis plus l'âge, hein. C'est à peine je fais un Ouais. pas ou un truc, je fais aïe, j'ai mal. Et Puis, sachant que tu es passionné de films d'arts martiaux, donc c'est pas juste se battre Oui. avec quelqu'un, c'est vraiment faire des cabrioles et des chorégraphies très poussées. c'est ça. Non, je m'amuse avec mes gosses. Je leur fous des tatanes, c'est marrant. Et, Bien sûr. et après, non, il y a aussi, alors, un des trucs les plus connus, ça va être aussi les films d'horreur. Où bah, quand t'as vu un film d'horreur, ça peut te rendre un peu paranoïaque chez toi, quoi. Alors moi, je sais que ça m'est arrivé rarement, mais je sais que les films d'horreur, je les ai regardés relativement tard parce que j'avais un peu ce truc d'avoir peur en fait. J'anticipais le fait d'avoir peur Ouais. et concrètement, j'en regardais pas beaucoup par rapport à ça. Mais c'est vrai que bah, au final, je sais que quand je me suis lancé dedans, bah, j'arrivais relativement souvent à faire la part des choses. Donc c'est vrai que après c'est pareil, vu que j'ai commencé à les regarder où j'étais un peu plus voilà, j'étais jeune adulte, on va dire, quand j'ai commencé les films d'horreur à vraiment les consommer plus régulièrement, on va dire. Mhm. Mais pareil, je sais que j'avais au début que je regardais des films d'horreur, on va dire de temps en temps, c'est vrai que j'avais même le côté ambiance que j'essayais de limiter un peu pour ne pas avoir peur ou le moins possible. C'est-à-dire que si je pouvais les regarder en plein après-midi dans une journée ensoleillée, bah, je le faisais plutôt que de les regarder le soir tard avec tout éteint ou C'est quoi. comme ça qu'il faut Alors, regarder Midsommar ah, d'ailleurs. Midsommar, c'est le contraire, limite. Oui. Tu fermes tout, tu éteins Ça. tout, et comme ça, t'es. Et non, alors que maintenant c'est quelque chose que je fais. Bon, c'est quelque chose que je fais pour regarder beaucoup de films, hein, de me mettre dans le noir pour l'ambiance. Mais c'est vrai que là j'ai The Descent qui me vient en tête notamment, Mhm. on en avait parlé dans 3 films justement où on parlait de films d'horreur. Et celui-là ça fonctionne assez bien de se mettre dans le noir, sachant que dans le film ils sont eux-mêmes dans le noir, donc il y a vraiment c'est très poussé dans le fait de se mettre dans le film, il y a vraiment des conditions qui peuvent y jouer, quoi. Mais non, je sais que. Alors, mine de rien, c'est le tout premier. Enfin, c'est pas le tout premier, c'est le court-métrage de base qui a inspiré le film Dans le Noir. Ah Et oui. je crois que le court-métrage, on peut le trouver sur YouTube et s'appelle aussi Dans le Noir ou In the Dark, enfin, je sais plus exactement. Mais pour le coup, le court-métrage m'avait beaucoup plus traumatisé que le film en lui-même, le long-métrage qui est pas ouf du tout. Mais ouais, je sais que ce concept fou de se dire que tu éteins la lumière et tu vois vaguement une ombre et quand tu rallumes, tu ne vois plus rien. C'est un peu le. Ouais, ils ont vraiment réussi à trouver le concept de ce qui peut faire peur un peu partout, enfin, chez toi avec tes interrupteurs ou quoi, et de se dire.
c'est un peu l'inverse des moments sombres ou des clichés qu'on pouvait avoir dans les films d'horreur, d'avoir des pièces sombres avec des ombres vaguement que tu vois ou quoi. Mais là, le fait que ça disparaisse avec la lumière, je trouvais ça très efficace. Et notamment à la fin du court-métrage qui se finit avec, où tu vois l'enfant un peu qui se rapproche de la fille alors qu'elle se met sous le drap et tout. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur YouTube, chers auditeurs, c'est trouvable très facilement et je vous le conseille parce que voilà, ça dure quelques minutes et c'est beaucoup plus efficace que beaucoup de films d'horreur que j'ai vus qui sont des longs métrages et qui durent 2 heures pour pas grand chose. Donc ouais, j'ai celui-là qui est en tête et je sais que mine de rien, Hérédité de Harry Astor aussi, je sais qu'il m'avait mis pas mal mal du coup. Là où Midsommar, j'ai moins accroché, je suis plus team Hérédité perso. Mais Midsommar, il fait moins peur, mais moi j'aime l'ambiance de Midsommar réellement. Il m'a pas vraiment fait peur, mais cette ambiance de malaise qu'il y a pendant tout le long m'a beaucoup plus plu. Ouais, alors que moi ça a plus marché sur moi. Hérédité, je sais que notamment, alors c'est pas du spoil parce que c'est dans une des premières scènes du film, on voit pareil l'ombre dans une pièce vaguement éclairée, on aperçoit la grand-mère qui est décédée et on la voit dans un tapis dans l'ombre un peu. Et je crois que pareil, il y a un truc avec la lumière où dès qu'on allume, on voit juste la chaise sur laquelle elle était assise alors que tu as bien vu la scène d'avant qu'elle était là, quoi. Et c'est que voilà, après ça tu vas au lit et dès qu'il y a des ombres vaguement faites par des lumières d'ambiance ou ta lampe de chevet ou des trucs comme ça, je sais que ça m'avait un peu marqué. Et pour finir, un des trucs qui m'a bien fait flipper aussi et qui m'a fait peur pendant un moment alors que j'avais une maison quand j'ai grandi chez mes parents qui était donc en campagne et du coup il y avait à l'époque des volets, des vieux volets en bois qu'il fallait, le mieux c'était de sortir de la maison, faire le tour de la maison pour fermer les volets, pour les pousser plutôt que de le faire par l'intérieur. Et je sais qu'on avait une haie dans une partie du jardin, enfin d'un côté du jardin on avait une haie assez épaisse où il était en soi possible de se cacher, même pour des enfants ou pour rigoler ou quoi, c'est quelque chose qui était faisable. Sauf que un jour j'ai vu Saw, le premier, et que j'ai été traumatisé par le fait qu'un monsieur habillé en sanglier sorte de cette haie. Parce que j'ai beaucoup d'imagination et je sais que pendant un moment, dès que je sortais la nuit tombée pour fermer les volets de chez mes parents, j'avais peur. Je pensais inconsciemment à ce masque de sanglier qui m'a traumatisé à l'époque. Et voilà, donc c'est des choses qui sont assez marquantes. Mais après, oui, c'est vrai que maintenant j'arrive à faire à prendre du recul nécessaire pour moins avoir peur et même moins avoir ce truc-là d'y penser forcément après le film, quoi. Moi, là, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient, qui m'avait fait peur ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est pas dans un film d'horreur, mais ce qui m'avait moi beaucoup angoissé quand j'étais petit et que j'avais beaucoup de mal après à avoir des insectes, mais c'est dans La Momie, avec les insectes qui rentrent dans la peau, là. Oui. Et ça, moi, ça pendant un moment, j'avais peur que des insectes me rentrent dans la peau. C'est quelque chose qui a duré quand même un certain temps. Tu rigoles, mais ça a été un des... C'est peut-être un premier traumatisme, c'est peut-être mon premier traumatisme, comme on l'entend dans le premier sens du terme, de cinéma. Et là, pour le coup, j'étais vraiment allé le voir au cinéma, en famille. J'étais avec ma tante, mes cousines, mon frère et tout. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé le film, hein, mais c'est vrai que le soir même, j'avais notamment cauchemardé de... Alors pas forcément, c'est pas le côté qui rentre sous la peau qui m'avait traumatisé, mais je sais que j'avais notamment cette scène où tous les scarabées envahissent, tapissent le sol, quoi, littéralement. Ouais. Et c'est là qu'ils recouvrent tout le monde et tout. Et voilà, j'avais cette scène qui m'était bien restée en tête. Et alors c'est peut-être justement pour ce genre de scène que je m'étais dit les films d'horreur on va éviter parce que peut-être je suis un peu trop facilement traumatisable. Mais alors que non, parce que je pense que je l'ai vu assez jeune quand il est sorti au cinéma, j'étais pas vieux, donc je pense que c'est à peu près normal, hein. C'est pas que j'étais plus faible que les autres, je pense. Mais voilà, par sécurité, j'ai moins vu de films d'horreur par la suite. Et je pense aussi à Alien, que j'ai vu très tardivement. Et je sais que voilà, j'ai pas vu le film, mais je connaissais, je voyais des extraits à l'époque
xénomorphe, c'est ça? Je sais plus. Oui, oui, Xénomorphe, ouais. De l'alien, quoi. Xénomorphe. Et ouais, je sais que j'ai notamment fait quelques cauchemars où j'étais notamment pourchassé par le xénomorphe, alors que j'avais Ah pas vu ouais, le film. c'est Donc marrant. c'est déjà de base, une prouesse, encore une fois, et c'est là qu'est le génie du film, hein. Même si je suis pas forcément fan de la saga, c'est vrai que le design, hein, juste un design peut inspirer des cauchemars à des enfants. Donc c'est un tour de force, comme on dit. Carrément. On va Ouais. partir sur une influence un petit peu plus heureuse maintenant. Mais est-ce que l'influence peut te rendre meilleur dans l'autre sens? Alors moi, évidemment, là, en pensant à toi, le film auquel je pense qui a pu t'influencer dans ta façon d'être, dans ta vie, pour le bien, c'est Yes Man. Évidemment, c'était prévu que j'en parle dans ce podcast avec ce thème-là, mais oui, je sais pas, c'est toujours pareil, je sais pas si c'est des termes qui sont forts, mais il y a cette phrase où on dit des fois ce film a sauvé la vie. Alors, je sais pas si c'est exagéré ou pas, mais c'est vrai que je l'ai vu à un moment où j'étais très très mal. Et voilà, c'est juste un concept à la con, hein. Enfin, le concept de Yes Man tient sur un post-it et c'est pas forcément le truc le plus philosophique du monde. Mais voilà, c'était un message aussi facile soit-il que j'avais, voilà, ce qui m'a fait du bien au moment où je l'ai vu, parce que j'étais dans un moment où j'étais particulièrement mal. Et voilà, ce concept de dire, plus tu dis oui, plus tu attires des choses qui sont positives dans ta vie. C'est vrai que j'ai été dans une période où j'avais même au niveau social et tout, le côté peur de tout un peu et tout. Donc j'avais ce concept de dire non par facilité et de te dire, bon, ben au moins s'il se passe rien, ça se passera pas mal. Et là, voilà, c'est ce que te montre le film. Alors, sachant qu'en plus, il est relativement bien foutu parce qu'il part pas non plus de l'exagération, même si justement tout le film est exagéré. Et à la fin, il y a quand même le chef de la secte qui dit à Jim Carrey que c'est pour exagérer qui dit ça, et parce que c'est son rôle de chef de secte, un peu de placer un peu les potards à fond quand il parle de son concept. Mais après, il dit faut pas suivre tout bêtement à la lettre. Et oui, c'est bien de dire oui souvent, le plus souvent possible, mais il faut pas dire oui à tout et n'importe quoi, quitte à se mettre en danger. Donc moi, c'était un truc que je trouvais plutôt efficace et qui m'a fait beaucoup de bien, effectivement, quand je l'ai vu. Alors qu'encore une fois, c'est pas un grand film, mais voilà, c'est un film évidemment qui me fait du bien quand je le revois de temps en temps, et je le regarde régulièrement, et je suis toujours content de. Voilà, c'est un film doudou, comme on dit. Moi, c'est. Alors, Et- en restant sur les films doudou, je sais que tu penses aussi la même chose pour ce film, mais c'est dans. Un qui m'a beaucoup influencé sur ma manière de fonctionner dans ma vie, c'est Little Miss Sunshine. Zone humide. Ouais, c'est mieux. Yes. Ok. Non, Little Miss Sunshine, parce que Little Miss Sunshine, en gros, on te dit que l'échec, c'est pas grave. C'est ça, ce film, en fait. C'est que, en gros, on suit des personnages et tous se plantent. Le grand-père meurt, la gamine, elle perd son concours, le gamin qui veut devenir pilote de chasse, il peut pas parce que il est daltonien. il est daltonien. Tout le monde. Ouais. Il y en a un, c'est le suicidaire là, qui est trop bien. Ouais, Steve Carell. Et c'est pareil, lui c'est quoi? Il veut retrouver son ancien amour ou je sais plus quoi? C'est quoi l'histoire déjà, son problème à lui? Mais c'est pareil, ce qu'il veut faire en gros, il n'y arrive son pas non plus. problème, oui, parce que il est tout simplement en dépression, Ouais, c'est ça. mais je sais plus si. Mais il y a une je question sais plus quelle d'histoire est son je crois qu'il y a une but, histoire d'amour, parce qu'il est homosexuel dans le personnage, et je crois Ouais, qu'il a une ouais. histoire d'amour avec un mec, et je crois qu'en gros il attend un truc d'une personne et qui lui dit mais en fait non, je veux vraiment plus de toi, ou je sais pas quoi, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et en gros en fait tous les personnages, et alors que le père lui c'est le truc, c'est la gagne, et en fait tout le monde perd, personne n'y arrive, et à la fin tout le monde est heureux. Parce qu'en fait, il remarque que c'est pas ça finalement qui est si important que ça. Et le fait de réussir à s'en sortir dans l'échec de nos objectifs respectifs, et de se dire, eh ben c'est pas grave qu'il y ait eu de l'échec, et finalement on peut s'en sortir en faisant autre chose,
J'adore ce film pour ça. Il m'a toujours permis de prendre du recul et de me dire que l'échec, c'était pas grave. Et ça fait que moi, je n'ai pas peur de l'échec. Je n'ai pas peur que mon podcast, au bout de 3 ans, n'y arrive toujours pas à décoller. Voilà, et c'est un truc, non mais en général, même dans ma vie ou quoi que ce soit, l'échec amoureux ne me fait pas peur. L'échec, voilà, l'échec du boulot ne me fait pas peur. Je me dis que on peut s'en sortir d'une autre façon. Dans tous les cas, la vie, ça sera que ça, des échecs de toute façon. Il faut pas non plus penser que l'échec est mieux, évidemment que non, mais que l'échec n'est pas grave. Ça, c'est quelque chose qui ça m'a fait, en fait, j'ai l'impression que ça m'a rendu heureux, en fait, dans ma vie. De me dire qu'à partir du moment où l'échec n'est pas grave, et ben, j'ai l'impression que tu débloques tout, en fait. Tu te dis, mais la possibilité est infinie de ce qui me passe devant moi. Donc ce film est hyper important pour moi. Et ça me donne très envie de le revoir, rien que d'en parler. Et après, sinon, ça va être plus des petits détails, mais genre les films qui parlent de l'ouverture à la culture, tous ces trucs-là, ça m'influence, ça me donne envie d'être intelligent, en fait. Ça me donne envie de me cultiver, ça me donne envie de lire, de machin et tout, tu vois, c'est dans ce sens-là, tu me mets devant le secret de Mona Lisa, tu me mets devant, c'est le sourire de Mona Lisa, pas le secret, pas du tout, devant le sourire de Mona Lisa, tu me mets devant, le cercle des poètes disparus, tu me mets devant ce genre de film, ça me donne envie ça me donne envie de philosopher, ça me donne envie d'être intelligent, de discuter avec des amis. Ma nuit chez Mode aussi m'a donné envie de faire ça. Je me suis dit, allez, maintenant j'ai envie de passer la nuit à discuter et à parler de culture avec des amis et tout, parce que ouais, c'est le genre de film comme ils parlent de culture et de personnages brillants qui aiment parler de culture, etc. Ça me donne envie de faire pareil. Et donc, c'est pour ça, c'est le genre de moment où je me dis, allez, je vais poser mon téléphone et je vais lire. Enfin voilà, les petites influences qui ont ça, mais bien sûr la plus grosse, c'est Little Miss Sunshine. Ah oui, pour ce qui est de l'influence aussi de données, les films qui parlent de culture, il peut y avoir aussi des films où tout tourne, l'interdiction de la culture, je pense notamment par exemple à Equilibrium, et où du coup qui par le biais inverse te montre l'importance de la culture et de l'art et tout. Et c'est vrai que c'est des films qui pourraient de base avoir une mauvaise influence en te disant bah oui, la culture et tout, il faut l'interdire et tout, sauf que voilà, évidemment tout le concept du film c'est de dire le contraire, et des fois ça peut marcher. Voilà, je sais que j'ai lu aussi, j'ai lu une version BD de Fahrenheit 431, c'est ça 451, mais j'avais complètement oublié que tu l'avais lu. Donc, moi j'ai lu la version BD. J'ai lu le bouquin, mais je savais plus que tu l'avais. Ok. Et donc voilà, c'est juste le côté moral de oui, la culture c'est important, l'art c'est important. Et effectivement, je te rejoins sur le fait des fois c'est des choses qu'on sait, mais des fois c'est bien de faire des piqûres de rappel et d'avoir des exemples concrets comme ça, de se dire oui, c'est important et du coup il faut que je lise. Et du coup après tu prends un livre et tu lis. Et je te rejoins un peu là-dessus. Ouais. Ça pourrait être intéressant de faire, alors j'y pense, je fais une petite digression, mais ça pourrait être intéressant de faire une adaptation sur Fahrenheit 451, parce que clairement la BD est une adaptation d'un roman, souvent on parle d'adaptation de film, et aussi parler du film de Truffaut, que je n'ai toujours pas osé voir, parce que j'ai peur qu'il soit nul, mais faut que je le voie. Je l'ai pas vu non plus, ouais. Mais ça m'intrigue. Ouais, ça pourrait être intéressant. Oui, moi aussi ça m'intrigue. Mais après moi je suis tellement, on part vraiment dans autre chose, mais c'est vrai que je suis tellement, j'ai tellement été pris dans le bouquin, parce qu'au-delà du truc de l'interdiction de la culture, etc., j'étais quand même pris par le côté dans l'écriture. En fait, l'écriture est vachement bien, et le côté d'être entièrement dans le point de vue du personnage principal, et tu joues avec sa paranoïa et tout, et ça c'est super bien fait, et j'ai peur qu'on sente moins ça dans le film de Truffaut, tu vois. Bon, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est parce que c'est le film que je me suis fait dans ma tête. Après moi je me suis fait avec un côté très moderne. Oui. Donc moi il y avait un côté Aronofsky dans ma tête au niveau du montage et tout, donc c'était on est loin de Truffaut quoi. Oui, c'est sûr. Le seul film que j'ai vu c'est les 400 coups, donc je peux pas trop juger, mais bon c'était nul quoi. Il y en a que je confonds au niveau Nouvelle Vague, donc oui, les 400 coups je l'ai vu, et Truffaut, je sais pas si j'en ai vu d'autres en fait, vu comme ça là, je suis pas sûr. Donc bref, est-ce que... Alors là, on va peut-être plus parler d'autre chose que du cinéma. On va peut-être parler plus des séries et peut-être même
des youtubeurs ou des choses comme ça. Mais est-ce que tu as déjà été influencé dans ta manière de parler? Alors à cause des films, s'il y a eu des films, mais sinon, alors moi je parle, bien sûr, si je demande ça, c'est parce que, par exemple, c'est Kaamelott. Évidemment, j'ai la moitié de mon vocabulaire qui maintenant sort de Kaamelott. Ma manière Ouais. de parfois découper mes mots ou quoi que ce soit qui vont faire le côté musicalité de la phrase un petit peu, tu vois, découle entièrement de Kaamelott. Je sais que Kaamelott a énormément influencé ma manière de parler. Mais après, il n'y a pas que Kaamelott. Je sais que nous, on est fan de Karim Debache, donc on reste sur du cinéma, mais on est fan de Karim Debache. Et je sais qu'il n'y a pas que les vannes. Même notre façon de faire les vannes, notre façon de dire les choses, parfois, c'est très Debachien, quoi. Oui. Je me la pète un peu en disant comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. Non, mais je vois. Est-ce que toi... Après, oui, c'est intéressant parce que du coup, nous, on est des créateurs, on a aussi un côté artiste. Alors moi, c'est mon métier, toi, ça reste une passion aussi, le montage, le cinéma et tout. Donc tu crées quand même des choses et tu as déjà participé à du théâtre et tout, à écrire des petites choses et tout. Tu as déjà fait de la mise en scène, donc c'est vrai que sur ce point-là, on est à peu près pareil. Et c'est vrai que moi, j'ai des fois des choses, oui, ou des gens qui m'influencent dans ma façon de parler, oui, mais c'est aussi des fois la façon d'écrire, la façon de, oui, comme tu dis, de construire une histoire, de construire une phrase, de construire... voilà. Moi, je suis humoriste aussi à côté, donc voilà, il y a des vannes qui ont été influencées par d'autres humoristes aussi. Je sais que dans ma façon de parler, par exemple, j'ai ce truc d'avoir un accent du Sud à la base qui peut revenir des fois avec ma famille quand je suis entouré de sudistes et de ma famille qui a fait... ils sont tous originaires d'ici. Et c'est vrai que quand je suis avec des amis, j'ai plus ce truc d'avoir perdu l'accent. Et ça, je sais que c'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent du théâtre que j'ai rencontré avec eux dans une troupe de théâtre et tout, même à l'époque où je prenais des cours et tout. Où j'étais dans une jeune troupe et là j'ai un peu effacé inconsciemment mon accent du Sud, on va dire, parce que du coup je m'inspirais, oui, d'humoristes qui étaient plus du côté de Paris ou quoi, et je sais que inconsciemment ma façon de parler, là pour le coup on est vraiment là-dedans dans ce que tu demandais, mais c'est calqué sur une normalité, on va dire, un truc plus répandu que de parler avec l'accent que je l'avais à la base. Mais après oui, c'est vrai que même par rapport à mon métier d'humoriste, le fait de faire des vannes, si tu évidemment c'est encore plus parlant quand je regarde des spectacles d'humour. Mais là, pour parler de cinéma, c'est vrai que si je regarde des comédies, je vais avoir des vannes qui me viennent après, donc forcément ça influence aussi la créativité, évidemment. Donc oui, ça je pense que c'est vrai qu'on a commencé le podcast en parlant de trucs un peu plus glauques, mais là c'est vrai que oui, pour parler de la comédie, ça peut influencer des vannes, ça peut influencer oui des mots. Je sais que j'ai aussi ce truc d'être un peu une éponge à expression des fois, dès que j'entends des nouvelles expressions ou quoi, j'aime bien les répéter. Et j'aime bien les répéter, mais il y a aussi ce côté où des fois je me rends pas compte. Et voilà, après il peut y avoir aussi des tics de langage ou des trucs comme ça. Donc, mais ça va même au niveau du texte. C'est vrai que je parlais de côté plus spectacle, théâtre et tout, mais même au niveau des films, même les répliques ou même des petites punchlines que tu peux ressortir avec tes amis ou quoi. Je sais que notamment, par exemple, quand on a revu American Gangster, il y a le fameux My Man de Denzel Washington, voilà, qu'on s'est ressorti des fois de temps en temps, qui est traduit en français par mon ami. Mais voilà, c'est juste ce genre de petit truc que tu peux ressortir comme ça et qui devient une partie intégrante de ta vie de tous les jours. C'est aussi ça l'influence. C'est pas forcément influencer de façon de penser, mais c'est une façon de parler, c'est d'avoir des mots qui arrivent et qui viennent à la base d'un film ou d'un truc que tu as vu, quoi. Ça aussi peut-être notre manière de nous comporter. Je sais que par exemple j'avais un copain, bon il était jeune donc il était influencé facilement par des trucs qu'on pourrait trouver un peu immatures, mais on était jeune, c'est normal, et il regardait des mangas et du coup il était influencé par les personnages de manga et genre il essayait de se trouver classe comme les personnages de manga étaient classe, mais du coup dans la vraie vie c'était un peu bizarre, tu vois. Tu sais, il essayait d'avoir le côté sombre des personnages de manga sombres et tout, et aujourd'hui tu les regardes un peu du coin de l'œil, ces genre de personnes, en disant oh là là. mais il y avait ce truc là
quand tu vois des personnages hyper classe, t'as envie d'être un peu comme eux, tu vois aussi. Oui, non, mais parce que tu parles du style aussi des personnages et tout, mais ça, c'est aussi une influence que je peux avoir quand je regarde des films, c'est l'influence du style justement vestimentaire des persos et tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup m'habiller et tout, et c'est vrai que bah, je peux, voilà, je peux ressortir d'un film, enfin au cinéma ou chez moi, où le lendemain, j'ai en termes d'inspiration dans ma tête, plus ou moins inconsciente, mais des fois, je me dis, bah, je vais m'habiller comme ça. Et après, si je prends du recul, je me dis, bah, c'est exactement comme ça qu'était habillé le mec dans le film hier soir, sans forcément faire du copier-coller, mais voilà, dans le style, quoi. Par exemple, si je regarde un film des années 80, American Gangster, j'en ai parlé aussi, mais par exemple, le style de Russell Crowe avec des petites chemises à fleurs, chemises hawaïennes, jean basket, avec des petites, voilà, des petites vestes, des trucs comme ça. Et ça, c'est des trucs qui peuvent m'influencer dans l'après avoir vu un film. Ça fonctionne pas mal chez moi. Je sais que quand j'étais sorti du film, pour donner des exemples, Elvis, le dernier avec Aaron Butler, pareil, il y a grosse. Les vêtements, les costumes sont vraiment mis en avant, bien évidemment. Et là, je sais que pareil, c'est même au niveau des époques, c'est quelque chose de très parlant chez moi de regarder un film de telle ou telle époque, des années 60 ou des années 80 ou quoi, et de faire un peu du copier-coller dans les jours qui suivent, quoi. Ça m'arrive. Je me souviens aussi que tu m'avais dit que tu trouvais ça classe, mais même les mitaines en cuir dans Drive, ça te donnait un peu envie d'en avoir aussi. C'est ça. Oui. Bah voilà, ce genre, oui, je parle de fringues, ça peut être des accessoires ou des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, tu as dit un truc, et je vais revenir sur ça parce que c'était très intéressant ce que tu as dit, parce que là, on va parler peut-être aussi des autres un petit peu, mais c'est-à-dire des gens qu'on ne connaît pas. Tu as parlé de l'influence des films sur la création, sur notre propre façon de créer. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'il en ressort. Alors, il y a des gens qui l'assument plus ou moins, et je pense que dans le top de ceux qui l'assument, il y a Tarantino, qui dit clairement qu'il n'y a pas un plan qui n'est pas copié sur autre chose, tu vois, et qui dit tout le temps, oui, ça c'est inspiré de ça c'est parce que c'est un putain de cinéphile, et que du coup, tout ce qu'il fait, est forcément, limite, ça vient de quelque part d'autre, quoi. Ça a été influencé par autre chose, par un autre film, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça quand tu l'as dit, je trouvais ça super intéressant sur le coup, je me suis dit, mais oui, il a raison, c'est vrai que la création est toujours inspirée par une autre création. Je regarde, en ce moment, je suis un vidéaste là sur... enfin, un influenceur cinéma. J'aime pas ce terme parce que c'est juste un vidéaste en fait. C'est pas parce qu'il est sur les réseaux qu'il est influenceur. En fait, son gimmick, c'est toujours de... Donc, ça s'appelle Contrebande de film. Et donc, du coup, son gimmick, c'est toujours de revenir en disant si vous avez aimé ce film, gna gna gna. Et en gros, c'est pour dire ces films-là doivent tout à ce film-là. En gros, il revient toujours sur ça. Et donc, il revient toujours sur des films qui ont inspiré, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est là que tu vois que... Enfin, on repart toujours sur le même truc, comme quoi toutes les histoires ont été faites, presque. Et que maintenant, c'est que des inspirations qui donnent un nouveau truc, mais qui a été inspiré quand même par quelque chose à la base, quoi. Et tout ça parce que nous sommes influencés. Moi, je sais que j'ai un scénario de court-métrage que ça fait 20 ans que j'ai écrit et que j'ai jamais fait. Et ce court-métrage, dans ma tête, en fonction dans quelle période cinématographique je suis et de quel réalisateur je porte au nu, à chaque fois il a changé complètement de rythme dans ma tête. Au début il y avait un côté, j'étais à fond sur Edgar Wright, et donc du coup le film était surcoté, enfin mon court-métrage était surcoté dans ma tête et tout, je voulais faire exactement le même montage vif qu'à Edgar Wright et tout. Aujourd'hui, on est aux antipodes de ça. J'ai eu du Dupieux, j'ai eu du Lynch, j'ai eu plein de trucs qui me mettent dans la tronche et qui ont... Mais ce n'est plus du tout le même court-métrage à ma tête pour le même scénario, quoi. Juste parce que je suis influencé par les autres. Mais non, mais c'est intéressant parce que je lis notamment, là, j'ai commencé une BD aussi qui parle de la mode. C'est écrit par des sociologues notamment. Et sur l'influence de la mode, voilà, d'où vient la mode, d'où vient le mot style et tout. Et du coup, ça parle aussi de la mode de manière générale. Et c'est quelque chose qui revient évidemment. Donc là, c'est un film, une BD sur la création vêtements. Mais c'est comme tu dis... un parallèle qu'on peut faire avec beaucoup de choses dans la mode et dans la création et tout, mais c'est le côté, là c'est vrai qu'on utilise le mot influence, mais il y a l'inspiration évidemment qui fait que oui, il y a des créateurs qui créent des trucs, mais ils partent très rarement de zéro, pour pas dire jamais,
Et parce que voilà, ils sont inspirés par un truc qu'ils ont vu, que ce soit pas forcément même des trucs qui sont pas stylés ou à la mode à un moment de leur vie, bah ils voient ça, ils se disent bah tiens, ça c'est sympa, est-ce que je peux pas en faire un truc? Et du coup bah ça les inspire et ils en font un tout nouveau truc. Et c'est vrai qu'après si ce truc là est mis en avant, bah t'oublies que à la base bah, ça existait et que c'était juste moins connu, quoi. Donc oui, l'inspiration dans l'art c'est quelque chose qui est très souvent là, enfin toujours, et c'est normal aussi. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu des fois où on peut avoir des complexes en termes d'artistes, de se dire ouais mais est-ce que ça a déjà été fait, ou alors il faut que je sois le plus original possible et tout. Et évidemment c'est bien, mais voilà, faut pas oublier que même ceux qui ont révolutionné certaines époques dans leurs arts, que ce soit la musique ou quoi, bah oui, il y a des trucs où tu te dis ça a jamais été fait, mais bon, très souvent, bah, tu te rends compte que bah, eux, ils avaient des inspirations. Et voilà, je pense aussi à la musique parce que je suis un gros consommateur de musique, mais c'est vrai que bah, dès que tu te renseignes un peu sur n'importe quel groupe ou n'importe quel chanteur, bah, tu te dis qu'il a des inspirations, et une fois que tu le sais, bah, tu te dis oui, c'est évident. Et pourtant, il a fait son truc, il a fait sa patte, et voilà, et c'est comme ça, c'est un cycle, quoi. C'est normal. On va partir sur un peu le dernier sujet, mais peut-être pas forcément le plus heureux, parce que en fait, il y a aussi l'influence qu'on ne remarque pas. Il y a plusieurs sortes, je pense, d'influences qu'on ne remarque pas. Je vais d'abord commencer par une qui vient juste de me popper dans l'esprit, c'est-à-dire déjà, par exemple, l'influence de certains films qui se revendiquent historiques, et on va croire qu'on connaît l'histoire alors que pas du tout, parce que déjà c'est mal fait. Donc il y a ce genre de film qui existe déjà. Donc on va être un peu influencé, mais ça c'est pas vraiment une influence, on a plutôt été tourné en... Non, on va oublier ce que je viens de dire. Non, pour de vrai, quand je parlais d'influence néfaste, c'est celle dont on parle quand on parle des modèles aujourd'hui, des modèles amoureux ou des modèles du culte de la beauté. C'est très connu, on entend souvent parler de dire le problème c'est que les films nous mettent en avant des histoires d'amour parfaites, les films nous mettent en avant des corps parfaits, et tous ces trucs là, eh bien, c'est devenu inconsciemment des modèles en fait. C'est-à-dire que même si on veut se les oublier, le cinéma a réussi à nous instaurer que le beau c'est ça et le parfait c'est ça. Alors on va pas tout rejeter sur le cinéma évidemment, on va dire que déjà de base le coup du couple parfait ça vient plus de la religion, j'ai envie de dire, de faire en sorte qu'un homme et une femme doivent rester ensemble toute leur vie. Après il y a plein de choses qui découlent, parce que c'est vrai que bon là c'est un podcast cinéma, donc on essaye de se focaliser sur le cinéma, mais c'est vrai que là on est plus sur un épisode où on parle d'art en général, j'ai l'impression, donc c'est vrai. Aussi intéressant, hein. Mais c'est vrai que là, le cinéma est un art qui est très récent, et du coup, évidemment, il a été influencé par plein d'autres arts avant. Bien sûr. Comme je pense notamment, enfin, tu parles de la vision de l'amour, par exemple. Bah, ça a été influencé aussi par les contes. Les contes qui, voilà, avant le cinéma, c'était du papier, c'était des dessins et tout, et du coup, c'était les choses qu'on racontait aux enfants, et pourtant, il n'y avait pas encore les modèles de beauté, voilà, où on se disait la princesse c'est forcément une Barbie qui est blonde aux yeux bleus, et le prince c'est pareil et tout, mais ça c'est l'imaginaire qu'on avait à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'image concrètement de ces personnes là vraies. Mais du coup oui, enfin c'est encore une fois, si on se renseigne sur les origines des contes et tout, voilà, c'est très très vite devenu ce truc de truc classique de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et tout. Et ça, c'est un truc qui est beaucoup plus vieux que le cinéma, mais c'est évidemment ça, là on parle d'influence carrément d'une société entière, quoi, d'un système de vie et de familial et tout, donc c'est très très large, quoi. Mais c'est ça, et quand tu penses que historiquement il y a eu des périodes historiques où une femme qui était bien en chair, ou alors même des cultures qui sont bien en chair, c'est clairement ce qui attirait le plus. Et aujourd'hui, on est considéré, mais parce qu'il n'y a pas un seul film qui te montre la beauté d'une femme en chair, hein, clairement pas. Hein. Ou alors il te le montre, mais il faut que le film soit basé sur ça. C'est-à-dire que si il n'y a pas de filles qui sont... là, encore une fois, je regarde Fast and Furious, il n'y a pas une seule qui est un petit peu grosse et qui est sexy. C'est que des maigres qui sont sexy. Il n'y en a pas une seule, et alors que tu pourrais mettre 100... Et si il y a une grosse sexy, il faut qu'on en fasse le sujet central du film.
pour que ce Oui, soit oui. important de dire, vous avez vu, on a mis une grosse sexy. Et alors que si tu Mm. mets juste une grosse sexy, alors quand je dis grosse, je parle pas d'obèse morbide, hein. J'ai l'impression d'être grossophobe en disant ça. Oui, enrobé, non, Mais je veux enfin, dire, oui, tu peux enveloppé, mettre, quoi. il y a des filles enrobées qui sont ultra sexy. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qu'on a du mal à nous montrer. Et qu'on a du mal. Et le problème, c'est que moi-même, le premier, eh bien, je suis beaucoup plus facilement attiré par les filles minces. Alors que je suis Mm. moi-même enrobé, hein. Mais parce que les hommes, nous, on est drôles. Donc, dans les films, c'est ça qu'on montre. Les hommes sont drôles et les femmes, elles sont belles. Mm. Et c'est horrible. C'est horrible parce que les mecs qui Ouais. sont moches, ils peuvent pécho parce qu'ils sont drôles. Alors que les filles qui sont moches, elles peuvent pas pécho. Faut qu'elles deviennent belles d'abord. Et Ouais. c'est vrai que c'est. Bon, après, ouais, l'influence, et là, comme tu dis, c'est vraiment une influence néfaste, réellement. Enfin, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire, c'est parce que je viens de lire le mot néfaste, donc je l'ai dit. C'est une influence de toute une société. On est vraiment dans quelque Ouais. chose de beaucoup plus conséquent. C'est qu'on a du mal à revenir en arrière. Et même en le sachant, c'est compliqué, quoi. Moi, je sais que la perfection du modèle amoureux, encore une fois, euh, aujourd'hui, les films que j'aime le plus, évidemment, ce sont ceux qui remettent en question les modèles Ouais. amoureux de base du il vit heureux et voilà quoi. Et Ouais. j'aime énormément 500 jours ensemble. J'adore Nous les le roi dans les plus récents qui re-questionne tout ça. J'adore Eyes Wide Shut qui, même sans re-questionner Eyes Wide Shut, met le doute au moins. Et le doute sur est-ce qu'un couple qui a l'air bien est réellement bien. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller voir ailleurs aussi de temps en temps. Et est-ce que l'envie d'aller voir ailleurs nous fait qu'on va voir ailleurs. À quel moment on ne va pas le faire, tu vois. Enfin, tu te poses beaucoup de questions. Et moi, c'est vrai que j'adore ce genre de film parce que j'ai plus l'impression de... Ça me fait du bien, en fait, de dire, ok, c'est pas si simple que ça, l'amour, en fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est le genre de truc, je le sens, en fait. Je le sens que quand je vois des choses, justement, qu'on me montre des trucs un peu différents et tout, et je me dis, ouais, je vois que j'ai été influencé depuis ma tendre enfance par ça, quoi. Parce que je sens que ça me fait travailler le cerveau de me dire, Michael, t'arrêtes pas sur ça, etc. Tu vois, c'est chaud. Ouais. Puis le truc, c'est que c'est un engrenage parce que les films nous influencent et influencent la société par rapport à ça. Mais il y a aussi ce concept où les films s'influencent eux-mêmes. Donc du coup, tu te retrouves dans des machinations comme ça où tu as un film qui sort, bah, ça marche bien. Alors du coup, bah, tous les autres films font pareil. Bah, du coup, plus tu as de films, bah, plus l'influence est facile dans le sens où ça parle de plus en plus, ça parle à du monde. Voilà, et du coup, bah, plus tu as de films, plus tu as de public, et plus tu as le public, bah, plus le public s'agrandit. Et du coup, c'est comme ça c'est comme ça qu'une idée devient logique alors que c'est une idée qui a été instaurée et que c'est pas forcément logique parce que oui, comme tu dis, il y a à chaque époque des trucs qui nous paraissent logiques et que du coup après quand tu reviens un peu en arrière, tu te dis mais c'était bizarre avant, mais tu te dis pas, enfin tu te dis ça maintenant, mais après tu sais qu'avant ils trouvaient pas ça bizarre, ils trouvaient ça normal quoi. C'est pour ça, alors on parle souvent de wokisme, je vais revenir un peu sur ce sujet, comme ça on va dire que le wokisme c'est que spécialement quand on est deux. Non, pour de vrai, c'est vrai que dans l'épisode sur le wokisme avec Cassandre, nous parlions aussi du côté extrême du wokisme, et c'est vrai que, par exemple, qu'établit Disney exagère absolument ça, c'est-à-dire que eux, tu sens que c'est une question de quota, et non pas une question de réellement intégrer quelque chose qui pourrait être intégré. Et justement, je dis, on a tellement toujours vu par exemple des couples hétéros que pour nous, limite c'est ça la base quoi. Les couples hétéros. Parce qu'il n'y a que ça, tout le temps. Ouais. Après c'est une majorité, évidemment. Mais au-delà d'être une majorité, maintenant quand on dit, ouais maintenant on est obligé de mettre des gays partout. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que plus on en mettra de façon banale, plus ça deviendra banal justement. Et c'est pour ça qu'il faut pas forcément... Il n'y a pas un mauvais côté dans la gratuité de certains personnages et de leur donner une sexualité particulière ou quoi que ce soit. Parfois, c'est... Tu vois, par exemple, je pense à ce film parce que j'aime beaucoup ce film. Le fait que dans Scott Pilgrim, son coloc soit un coloc gay et qu'il y ait 2-3 vannes par rapport à ça, mais que le trois quarts du temps, c'est juste qu'il est gay, c'est bien. Ouais. Ça fait du bien parce que c'est ça la vie en fait. C'est aussi d'avoir des potes gays, des machins et tout. Et le fait de pas trop insister dessus ou quoi que ce soit et de pas faire... que ça se sente pas que c'est forcé, c'est juste que c'est là parce que c'est là, mais c'est justement le genre de choses qui vont nous faire changer les idées parce qu'on va tellement prendre l'habitude de voir que c'est normal que ça deviendra normal en fait. Et c'est en ça que pour moi le côté de l'intégration et la différence peut-être avec ce qu'on appelle le wokisme, même si ce terme-là me paraît particulier, mais voilà, c'est vrai que l'intégration de certaines minorités
je pense que elle peut être très bien faite en fait. Elle peut être très très bien faite et le fait d'en mettre parfois où on disait est-ce que ça valait le coup? Bah peut-être oui. Peut-être que oui, là ça valait le coup parce que finalement ça change rien, qu'il soit gay ou pas. Mais inconsciemment, on va se dire que justement, le fait que le personnage gay, je reste spécialement sur l'homosexualité, mais ça peut bien sûr être décliné avec toutes les minorités. Mais le truc c'est que voilà, là on peut se dire au bout d'un moment, oui peut-être que c'est un peu gratuit d'avoir mis un gay, mais d'un côté c'est pas si mal, ça fait mal à personne. Et d'un côté au moins ça va nous apprendre à se dire que bah oui c'est un gay mais il aurait pu être hétéro, c'est pareil, donc ça veut dire que c'est normal en fait. On se pose pas la question de pourquoi une personne est hétéro, pourquoi on se poserait la question de pourquoi il est gay. Voilà, c'est juste ça. Après oui, c'est vrai que le terme wokisme, j'ai l'impression que c'est plus, dans ma vision des choses, c'est plus justement le côté extrême de ce que tu appelles l'intégration, qui est à la base une très belle valeur, l'intégration. Mais c'est vrai que c'est un peu la différence que je fais dans ma tête du wokisme, c'est le côté trop, et que c'est vraiment regardez, on a mis de l'intégration, alors que quand c'est juste de l'intégration bien faite, c'est juste un clin d'œil. Et presque, tu te rends pas compte, comme tu dis, qu'il y a des gens qui sont intégrés dans le film. Et c'est quand tu prends du recul et que tu dis, ah mais oui, en fait, ce film a intégré plein de bonnes choses. Mais voilà, c'est sans forcément que ce soit fait avec des gros sabots, quoi. Et j'ai aussi, on parlait de Disney là, et j'ai une autre influence. Alors c'est pareil, c'est des fois c'est les films qui s'influencent entre eux et qui peuvent influencer après la vision du public. Mais c'est le côté aussi humour. C'est vrai que, notamment en parlant de Disney, je pense notamment à Marvel et aux films de super-héros et tout, et ce truc de, par exemple, mettre de l'humour partout, parce que maintenant, c'est devenu normal de mettre de l'humour partout et de montrer des choses qui sont sérieuses dans le premier temps, et les désamorcer avec des blagues, parce que j'ai l'impression que, parce que comme ça, le public ne sera pas trop effrayé de voir des choses trop sérieuses. Il faut quand même qu'il y ait une blague après pour désamorcer le tout. Et voilà, ça c'est quelque chose aussi qui ressort souvent, notamment dans la bataille un peu de Marvel et DC, là où DC a commencé avec un univers un peu plus sombre. C'est ce qui les différencié c'est ce qui les différenciait au début, avec le côté un peu dark de DC, et Marvel qui est arrivé en faisant des blagues où tout le monde voyait que ça marchait bien. Et du coup, à la fin, les derniers films d'ici sont juste des blagues à part entière, parce que ce sont des films atroces, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est des films avec des blagues parce que ça marche, et parce que justement un film marche comme ça, un système de films comme ça marche, tout un univers avec Marvel et tout, du coup on va faire pareil, et comme ça le public au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils vont être perdus s'il n'y a pas une blague toutes les 10 minutes pour montrer des trucs, même quand c'est des films qui sont à première vue sérieux, quoi. Et voilà, c'est ce genre de petites choses aussi qui peuvent être tristes, je pense, parce que c'est bien de montrer des choses sérieuses aussi sans forcément rigoler toutes les 5 minutes pour faire des blagues en plus qui sont pas souvent, qui sont rarement mouches, je trouve. Ça, ce n'est que mon avis. Oui, je suis bien sûr évidemment d'accord. Moi, je les regarde même plus ces films. Mais le truc, c'est que là, on part un peu plus loin, parce que pour moi, c'est même pas une influence. Oui. À ce niveau-là, c'est clairement tellement délibéré. L'influence, il y a quand même un côté pas délibéré. Ça te vient un peu dans la tronche et tu remarques que tu as été influencé. Ouais. Là, c'est juste... Ah tiens, l'humour ça a marché dans les Gardiens de la Galaxie, on va le faire dans tous les autres Marvel. Oui. Non, ça marchait parce que c'était James Gunn et que c'est son univers et que ça marche parfaitement avec James Gunn. Mais quand vous le faites, vous vous plantez avec tous les autres films, donc c'est débile. Enfin bref. Tu as autre chose qui te vient, ou est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Mais c'est bon pour moi aussi. Tu vois, j'avais un petit peu peur de faire un peu limite. On est à quasiment 1 heure. Donc c'est pas mal. Voilà. Franchement, c'est parfait. Oui, et puis c'était très intéressant. Bien. Ça m'a beaucoup parlé de tout ça. Et c'est ça que j'adore avec ces podcasts, c'est qu'à chaque fois on croit qu'on n'aura pas grand chose à dire, et en fait plus on parle, plus on a envie de parler. Je m'en doutais. Ouais. C'est pareil, quand j'ai vu le plan et la question de base et tout, je me suis dit bon, vu comme ça, je sais pas trop, et puis je savais. Je n'avais pas peur que même à 2 on tiendrait un minimum quand même de temps. Évidemment. Eh bien, je vous souhaite à tous, j'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne émission, parce que nous, on passe toujours des bonnes émissions, mais j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous passez de bonnes émissions à écouter tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Bye, Benjamin.
À la prochaine, bisous, ciao. Bisous. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.